Je vais le dire extrêmement clairement, je suis opposé au découpage électoral pour des raisons politiques. Je suis opposé lorsque les républicains et je suis opposé lorsque les démocrates décident d'étouffer une partie de l'opinion, qu'elle soit contraire à leurs idées, parce qu'elle est contraire à leurs idées, pour des raisons politiques. Je suis opposé, je trouve que ce gerrymandering, c'est quelque chose d'insupportable, que c'est antidémocratique et que cela étouffe la richesse d'une société où tout le monde doit avoir le droit à une représentation. Laissons les urnes décider. Donc je suis opposé à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une position extrêmement particulière. Nous sommes dans une position extrêmement particulière qui fait que lorsque vous êtes un défenseur de la démocratie, vous vous dites il n'y a pas d'autre solution que de répondre à ce piratage de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre réponse que de répondre au gerrymandering. Et c'est là qu'on arrive dans une situation qui est extrêmement intéressante, qui est le fait de se dire, et c'est ce que certains experts de la carte électorale et certains experts de la Constitution sont en train de dire, c'est de dire que Donald Trump et la Cour suprême viennent de jouer avec le feu. Déjà, il y a quelque chose d'extrêmement facile à comprendre, c'est que lorsque vous êtes un Afro-Américain ou un Hispanique et qu'on va venir vous expliquer, parce que ça va être fait sur le terrain par toutes ces associations, que votre voix n'a plus aucun impact parce qu'il y a eu cette décision qui a été prise, je peux vous dire que ça va être un argument pour aller voter. Ça va être un argument pour aller voter, y compris sur des gens qui peut-être ne seraient pas allés le faire. Pourquoi ? Parce que avant de parler de redécoupage électoral, il existe des manières de lutter contre ce qui vient se passer. Les remèdes existent. Les remèdes existent dans ce... Thomas, si tu peux mettre comment lutter, je vais vous en sélectionner, je vais vous en montrer 3. Les remèdes existent, par exemple, en reprenant les lois qui existent, en les renforçant ou en passant des nouvelles lois comme le John Lewis Act qui, justement, interdisent ce gerrymandering électoral. Donc ça, vous avez besoin d'une majorité. Les démocrates ont tenté deux fois de passer un texte qui, je vous l'avais montré, qui interdit ce découpage électoral dans l'ensemble du pays. 2 fois, les républicains ont voté contre, donc le texte n'a pas pu passer la limite du Sénat. Donc c'est important, les élections qui arrivent, d'aller voter pour donner une victoire suffisamment importante aux démocrates pour avoir ce pouvoir-là. Après, la réponse, regardez, se joue au niveau des États. Donc lorsque vous allez voter pour les élections de mi-mandat, vous allez voter évidemment pour des représentants à la Chambre des représentants à Washington et au Sénat, mais aussi dans les chambres au niveau des États. Pareil, la Chambre des représentants et au niveau de l'État. Pourquoi ? Parce que vous avez des États qui ont déjà passé, il y en a 8, qui ont passé les State Voting Rights Act, qui renforcent la démocratie, interdisent ce gerrymandering au niveau de l'État. Et la Cour suprême a validé ce processus en disant que, de toute façon, c'est aux États de décider, comme pour le cas de l'avortement,
ce qu'ils peuvent faire. Donc, plus vous allez avoir de majorité démocrate au niveau de ces États-là, plus ces États vont passer. Il y a aussi le processus de modifier les constitutions au niveau des États et mettre dans ces constitutions-là le fait que le découpage électoral ou les minorités doivent être représentées. Ce sont des choses qui existent déjà. Tous ces remèdes-là existent, certains sont utilisés, il faut les amplifier. Comment on peut les amplifier? En votant, en s'assurant que les personnes vont aller se déplacer. Et on le sait que le 3 novembre, les Américains vont aller voter parce que la situation économique, etc. Mais je suis persuadé que cette question du droit de vote et cette décision de la Cour suprême va être utilisée comme catalyseur. Si aujourd'hui vous habitez en Louisiane et que vous avez perdu votre représentation, que d'un coup vous n'existez plus, parce que ça veut dire ça aussi. Et c'est pour ça que ce principe de gerrymandering est terrible, parce que lorsque vous êtes républicain et que d'un coup vous n'existez plus, c'est terrible. Lorsque vous êtes démocrate, vous n'existez plus, c'est terrible. Vous allez aller voter en espérant être suffisamment nombreux pour reprendre le pouvoir en Louisiane, ce qui n'est pas impossible, et revenir sur cette carte. Donc, le premier niveau se joue dès le 3 novembre prochain au niveau des élections. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on va suivre ici. Lutter contre cette décision de la Cour suprême, assez ironiquement, démarre par le bulletin de vote. L'autre chose, c'est que les démocrates doivent comprendre, comme Gavin Newsom les avait guidés, que la seule manière de répondre aux républicains, c'est de faire exactement comme eux. Fight fire with fire. Exactement. C'est d'oublier les questions de principe en se disant non, on est dans une situation extrême, on doit répondre de la même manière. D'autant plus qu'on sait que ces dernières semaines, avant la décision de la Cour suprême, il y avait plusieurs leaders républicains qui, se rendant compte qu'ils étaient en train de perdre la guerre du gerrymandering, parce que la décision de Donald Trump avait entraîné des réponses démocrates en Californie, mais aussi on l'a vu en Virginie, dans d'autres États, que certains élus républicains ces dernières semaines avaient expliqué qu'ils étaient désormais ouverts à avoir la discussion de l'interdiction nationale de ce découpage électoral-là. Donc, lorsqu'ils se sont rendus compte que leur propre outil se retournait contre eux, de se dire, OK, et si on passait à la table des négociations? C'est la beauté, entre guillemets, de ce gerrymandering, parce qu'il est si dangereux pour les deux parties. Et on a vu, regardez tous ces résultats qu'il y a eu au Texas, par exemple, où Tal Rico commence à mettre en danger, menace la majorité républicaine qu'il y a depuis toujours. Les républicains ont peur aussi de se prendre ce genre de résultats avec du gerrymandering quand ce ne seront pas eux en charge. Et je crois que, hors le fait que oui, ce serait positif pour tout le monde de ne plus être découpé et pouvoir être manipulé comme ça, il y a des vraies questions par rapport à leur avenir, en se disant, si nous, on commence à faire ça, qu'est-ce qu'il va se passer quand les gens rejettent nos résultats et les démocrates ont le pouvoir de faire la même chose? Par exemple, c'est un bon exemple, par exemple, si on prend l'Illinois, où il y a une majorité démocrate, où la carte existe, on pourrait se retrouver dans la situation où nous avons plus aucun siège pour les républicains. Ils perdraient 4 sièges là. Pareil dans le Colorado, où on est dans une situation de 4-4. Le Colorado a le pouvoir aujourd'hui de passer à 8-0. La grande nouvelle, c'est que le choc de qui sera un choc aussi sur l'électorat, je vous ai raconté ça, le choc de la décision de la Cour suprême vient de réveiller les démocrates, y compris des démocrates qui jusqu'à présent étaient
opposé à ce genre de réponse en disant ça va contre nos principes parce que ce ne sont pas des principes démocratiques. C'est la réalité. Et donc, on est en train de préparer une véritable réponse du côté des démocrates. Et vous voyez que Mark Elias, qui est un des avocats qui justement a défendu contre tous les procès faits par Rudy Giuliani, il dit voilà, il n'y a pas d'autre option aujourd'hui. Si vous voulez sauver la démocratie, il faut que les démocrates reprennent leur carte électorale. Et lorsqu'on avance dans ce dossier-là... C'est vraiment l'exemple Gavin Newsom. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Parce qu'évidemment, au-delà de 2026, c'est 2028 qui est en train de se faire ça. Et Axios a fait cette enquête sur le terrain pour se dire, OK, c'est quoi vos plans? Alors vous voyez, on parle de 2028. Pourquoi? Parce que 2026, l'impact va être minime. Il y a cette tentative de côté de Donald Trump d'essayer d'en gratter au maximum, peut-être de 2 à 10. L'impact en 2026 va être de 2 à 10 sièges républicains supplémentaires qui ne devraient pas permettre de sauver Donald Trump. C'est peu. C'est peu parce que c'est à peu près l'écart qu'ils ont actuellement dans la guerre du gerrymandering. Donc heureusement la Californie, heureusement la Virginie, mais la véritable réponse, ça va être 2028. Et donc du côté des démocrates, ce qu'on apprend dans ce papier de Axios, c'est que des élus qui étaient contre le découpage, non seulement sont pour, mais les procédures sont lancées. Et aujourd'hui, du côté démocrate, on va voir la liste qui a été faite. On estime que les cartes que les démocrates sont en train de préparer permet de créer 30 sièges démocrates. Alors que l'interprétation la plus maximaliste de la loi Alito, c'est 20 sièges. C'est-à-dire qu'à terme, cette guerre qui a été déclarée par Donald Trump va être la première bataille, va être perdue, qui est celle des référendums. La deuxième bataille, qui est celle de la Cour suprême, va être perdue parce que pour une fois, les démocrates vont répondre, plus 30, alors que, comme je vous l'ai dit, en 2010, ils ne l'avaient pas fait, et ce qui fait qu'on est un petit peu responsable de cette situation aujourd'hui. Et la troisième bataille, elle va se jouer dans ces élections maintenant. Elle va se jouer dans les élections maintenant, et c'est le risque que, par exemple, va prendre la Floride pour tenter de faire plaisir à Donald Trump. Et c'est un risque d'autant plus important que aujourd'hui, les minorités sont motivées comme jamais pour aller voter. Hier soir, il y avait des élections du côté du Texas. Différentes élections municipales, élections pour les school boards, etc., etc. Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ce comté qui est le comté dont le nom m'échappe, Thomas va mettre, donc voilà, qui est le Jefferson County. Jefferson County, qui a été gagné par Trump en 2024 par plus 11. Plus 11. À la fin, dans la totalité donc, de cette élection sénatoriale, la SD4, c'est le candidat républicain qui a gagné. Mais pourquoi on s'est intéressé à ce comté où le démocrate a fait plus 45 par rapport à en 2024. Plus 45. C'est parce que dans ce découpage de cette élection, c'est le seul comté où il y avait une représentation hispanique extrêmement importante. Et vous allez voir ce qui s'est passé, on va continuer à avancer, c'est que vous avez les démocrates qui, en moyenne, ont fait plus 31 dans ce comté hispanique. On va regarder les tableaux, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, vous avez par precinct, donc c'est par quartier, des shifts, donc des changements, jusqu'à près de 60% des voix. Vous voyez qu'en 2024, dans le precinct 49, par exemple, Donald Trump avait obtenu
47% des voix. En 2026, le candidat pro-Trump a obtenu 18,7%. Regardez, Precinct 93, on est passé de 27,3 pour Donald Trump à 4,3 pour le candidat républicain. Et c'est pas comme si c'était juste les républicains qui restaient chez eux et n'allaient pas voter, parce que regardez, les démocrates au même moment se prennent des plus 30%, plus 24%. Ouais, ils sont allés voter, mais ils ont voté démocrate. C'est cet élan qui va permettre des victoires et peut-être le Texas, mais surtout, pourquoi je vous en parle dans le cadre de ce découpage électoral, c'est que du côté de la Floride, on va voter très vraisemblablement si Ron DeSantis réussit à faire passer ce référendum. Il va y avoir du vote et il va y avoir un vote pour ces candidats. Et c'est pour ça que la plupart des candidats n'en veulent pas, d'ailleurs, de ce découpage électoral, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ces minorités sont motivées comme jamais. Et quand je dis comme jamais, elles n'ont jamais été autant motivées à aller voter. La décision de la Cour suprême va faire le même effet dans les communautés afro-américaines. Et donc, aujourd'hui, alors qu'on a le sentiment que Donald Trump détient tout ce pouvoir-là et met en place tout un plan pour rester en place, et vous voyez comment on l'a célébré tout de suite en se disant, c'était Brad Parscale, que waouh, ça va nous permettre de garder la majorité à perpétuité. Dans la réalité, pour la première fois, et c'est vraiment pour la première fois, on est dans la suite. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je ne sais pas quel est l'avenir de Gavin Newsom. Je ne sais pas s'il sera candidat en 2028 et s'il réussira à gagner s'il est candidat. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui fait que le Parti démocrate a annoncé officiellement qu'ils allaient répondre au feu par le feu, c'est Gavin Newsom qui, le premier, a montré l'exemple. Merci à lui, c'était la chute.